En 1966, 4 adolescents grandissent ensemble dans un petit quartier de New York appelé Hell's Kitchen. Ils viennent de familles modestes, rien de spécial, mais le quartier est étonnamment décent. Même si New York est déjà une ville trépidante et moderne à cette époque, Hell's Kitchen est encore relativement épargné par la criminalité, ce qui permet aux enfants de courir et de jouer dehors sans avoir à surveiller constamment leurs arrières. Comme la plupart des adolescents, ces 4 garçons aiment se mettre dans des situations délicates. Avec son ami John, il se faufile dans le confessionnal, se fait passer pour un prêtre et écoute la confession d'une voisine, une femme enceinte à la suite d'une relation extra-conjugale. Leurs frasques finissent par attirer l'attention d'un prêtre local, le père Bobby. Au lieu de les réprimander, il essaie une approche différente. Il se rapproche d'eux, passe du temps avec eux et s'intègre peu à peu à leur cercle. Ils commencent à jouer au basket ensemble et à fréquenter l'église plus souvent. Quelques mois plus tard, pendant les vacances d'été, on voit les garçons s'amuser sur un toit, profitant du climat doux et de leur liberté. Tout semble calme jusqu'à ce qu'un vendeur ambulant passe dans la rue en contrebas. Dès qu'ils l'aperçoivent, leur énergie change. Ils ont une routine pour obtenir de la nourriture gratuite et savent exactement quoi faire. L'un d'eux fait diversion, tandis que les autres volent la charrette du vendeur. Leur plan de fuite habituel est simple. Ils poussent la charrette au bord des escaliers qui mènent au métro. En le plaçant là, le vendeur n'osera jamais les toucher. Un faux mouvement et le chariot pourrait tomber, endommageant tout ce qu'il possède. Mais cette fois-ci, les choses ne se passent pas comme prévu. Le chariot est beaucoup plus lourd qu'ils ne le pensaient. Ils perdent le contrôle et le chariot dévale les escaliers. L'accident le laisse dans le coma. Même s'ils sont mineurs, la loi n'est pas clémente avec eux. Les garçons sont accusés d'agression. Mike, John et Thomas sont condamnés à 18 mois de prison. Lorenzo en reçoit 12 parce qu'au moment précis où le chariot est tombé, il n'était pas là. Il s'enfuyait devant le vendeur en colère. Au lieu d'être envoyés dans une prison normale, ils sont transférés dans un centre de rééducation appelé Wilkinson. Chaque garçon a sa propre chambre, presque comme dans un internat, mais cet aspect n'est que superficiel. Derrière les portes closes, les gardiens se comportent comme des prédateurs. Le premier jour, Lorenzo est victime d'abus de la part d'un gardien nommé No. Il suit toutes les instructions, croyant qu'il s'agit d'un contrôle de routine, sans se rendre compte de la noirceur qui se cache derrière. Wilkinson s'avère être plus qu'un simple lieu d'accueil pour des garçons comme Lorenzo. Il accueille également des adolescents à problèmes qui sont presque adultes, endurcis par la vie bien avant leur arrivée là-bas. En raison de ce mélange, le harcèlement devient une partie intégrante de la vie quotidienne. Une bagarre éclate et bientôt tout le dortoir se rassemble autour, applaudissant comme s'il s'agissait d'un spectacle. Le chaos continue jusqu'à ce que No intervienne et mette fin à tout cela sans aucun effort. Au lieu de s'en prendre au véritable tyran, No accuse Lorenzo et ses amis. Pour les punir, il les oblige à manger la nourriture par terre. S'ils refusent, ils sont battus. Ce que fait No va bien au-delà des règles autorisées, mais la plupart des gardiens partagent la même mentalité tordue, donc personne ne l'arrête. Cette nuit-là, il enferme les garçons dans une pièce au sous-sol où 3 autres gardiens les attendent. Lorenzo pense qu'il s'agira d'exercice physique ou de punition, mais ce qui se passe est bien pire. Les gardiens abusent d'eux, révélant le côté le plus sombre de l'institution. Ils n'ont personne à qui se confier, à part le père Bobby, qui leur rend visite chaque mois et s'assure qu'ils tiennent toujours le coup. Mais Lorenzo reste silencieux, non seulement parce qu'il est menacé par No, mais aussi parce qu'il se sent honteux et détruit. Les jours passent et les abus s'intensifient. L'un des gardiens, Ferguson, se faufile souvent dans la chambre de John, ivre, pendant la nuit, et l'agresse. Il devient évident que Wilkinson n'est pas un lieu de réadaptation. C'est un terrain de chasse. Quelque temps plus tard, Lorenzo apparaît couvert de bleu et battu, enfermé à l'isolement. Pour comprendre comment on en est arrivé là, l'histoire revient quelques jours en arrière. No annonce un match de rugby. Les gardiens vont jouer contre les garçons et les hauts fonctionnaires assisteront au match. Avant le match, Noki conseille aux 4 amis de perdre exprès, mais Mike refuse. Il recrute Rizzo, un athlète talentueux et l'un des garçons les plus forts de l'établissement. Avec Rizzo dans leur équipe, ils gagnent, embarrassant les gardiens devant tout le monde. Ce petit acte de défi a des conséquences brutales. Peu après, Rizzo est retrouvé mort dans sa cellule. Le rapport officiel parle de pneumonie, mais tout le monde sait exactement qui est responsable. 12 mois s'écoulent lentement. Si tout se passe comme prévu,
Lorenzo sera enfin libéré demain. Mais la veille de sa libération, No se présente à sa porte. Il dit qu'il veut juste lui dire au revoir. Au lieu de cela, le même cauchemar se répète une dernière fois. L'histoire fait ensuite un bond en avant de 13 ans. Deux hommes adultes entrent dans un bar. Ils sont tout sauf normaux. Au fil des ans, ils sont devenus des criminels impliqués dans des vols et même des meurtres. Lorsque l'un d'eux se dirige vers l'arrière pour aller aux toilettes, il rencontre de manière inattendue quelqu'un qu'il reconnaît. Quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé revoir. Il retourne à la table, en parle à son ami et la décision est immédiate. Il s'approche de No et lui révèle qui ils sont. Ces hommes sont John et Thomas, autrefois des garçons innocents qui ont été maltraités et détruits au sein de Wilkinson. Après des années passées à porter en eux leur traumatisme et leur colère, ils ont enfin l'occasion de se venger. John porte le premier coup, utilisant du plomb fondu pour détruire définitivement l'homme qui contrôlait autrefois leur vie. Après l'agression, ils s'en vont calmement, presque comme s'il s'agissait d'un acte de routine. Mais leur fuite est de courte durée. La police les retrouve et ils se retrouvent derrière les barreaux en attendant leur procès. Pendant leur détention, un journaliste leur rend visite et leur demande la raison de leur geste. Ce journaliste est Lorenzo. Bientôt, l'histoire change à nouveau. Mike est désormais adulte et a fait carrière comme procureur. Et dans un rebondissement qui n'est pas fortuit, c'est lui qui devient responsable du procès pour meurtre de John et Thomas. La véritable raison pour laquelle Mike est devenu avocat était d'obtenir un jour justice à sa manière. Au fil des ans, Mike a discrètement retrouvé les gardiens qui les avaient maltraités à Wilkinson. Le plan pour le procès est déjà en place. Il doit être mis en œuvre avec soin, sans que John ou Thomas ne le sachent. S'il l'apprenait, il pourrait réagir émotionnellement et tout gâcher. Mike choisit un avocat de la défense qu'ils peuvent manipuler. Quelqu'un d'imprévisible, d'audacieux et de désespéré. Il s'appelle Danny. Ils ont besoin d'un témoin crédible qui puisse créer un alibi et convaincre le tribunal que John et Thomas étaient ailleurs au moment du meurtre. Ainsi, la nuit suivante, avec Carol à ses côtés, Lorenzo rend visite au père Bobby. C'est l'un des moments les plus difficiles. Demander à un prêtre de mentir au tribunal va à l'encontre de la loi, de la morale et de sa propre foi. Pour justifier sa demande, Lorenzo n'a d'autre choix que de révéler enfin tout ce qui s'est passé il y a 13 ans. Pendant ce temps, le procès se poursuit. Les témoins restants se présentent au tribunal et Mike continue à jouer son rôle public de procureur. Il les interroge comme s'il voulait vraiment que John et Thomas soient condamnés, mais derrière chaque question se cache un piège soigneusement élaboré afin que la défense puisse démanteler le témoignage par la suite. L'objectif est de faire croire au jury que le témoin était ivre et n'a jamais clairement vu le visage du meurtrier. Lorenzo rencontre un policier au gradé et lui remet des preuves. Avec l'aide des relations de King Benny, il découvre des preuves de pots de vin et de trafic de drogue, suffisantes pour envoyer Adam en prison. Le lendemain, au tribunal, Mike demande au juge d'admettre un nouveau témoin. Il s'agit de Ferguson, l'un des gardiens qui avait l'habitude de se faufiler dans la chambre de J lorsqu'il était ivre et d'abuser de lui. Il est désormais presque méconnaissable. Mais comme il s'agit d'un témoin, la défense a le droit de l'interroger. C'est là que leur stratégie est dévoilée. Danny commence à mettre au jour le passé caché. Peu à peu, la vérité sur No et les abus commis au sein de Wilkinson est révélée. Sous serment, Ferguson ne peut plus lui échapper. Ils fond en larmes en avouant tout. En un instant, l'opinion du jury sur No change. La compassion se transforme en dégoût. Après avoir témoigné, Ferguson est arrêté pour ses crimes contre des mineurs. Dans le même temps, Edison fait face aux conséquences de ses actes. Incapable de payer sa dette, il est battu et finalement tué par Robinson, qui rend justice à Rizzo. Le dernier gardien, Adam, est arrêté par la police après que des preuves ont confirmé son implication dans la corruption et le meurtre. La seule question qui reste en suspens est de savoir si John et Thomas seront libérés. Puis, le jour de l'audience reprogrammée, les portes s'ouvrent et il entre. Avant de parler, le père Bobby prête serment, la main sur la Bible. Il sait exactement ce que cela signifie. Ce qu'il s'apprête à faire va à l'encontre de ses convictions et de tout ce qu'il a toujours défendu. Une semaine auparavant, le groupe lui avait remis un script écrit décrivant ce qu'il devait dire au tribunal. Selon cette version, la nuit du meurtre, John et Thomas étaient avec lui à un match de basket. Loin de la scène du crime. Si cela avait été raconté par quelqu'un d'autre, le jury aurait pu hésiter. Mais dit par un prêtre,
Une figure respectée, cela devient crédible. Lorsque le verdict est enfin annoncé, leur risque est récompensé. John et Thomas sont déclarés non coupables. Le prix de cette liberté n'est pas bon marché. Le père Bobby sacrifie ses principes. Mike sacrifie sa carrière. Ce qui rend cette histoire encore plus lourde, c'est qu'elle est basée sur des faits réels. Cependant, le gouvernement n'a jamais admis qu'il y avait eu des abus dans le centre de réadaptation. Lorsque Lorenzo a finalement raconté toute l'histoire, de nombreuses années s'étaient écoulées et les preuves avaient disparu.